Bonjour à tous. Ça fait en fait un bon moment que je n'ai pas enregistré de vidéo, tout simplement parce que je n'avais rien à dire et quand on n'a rien à dire, vaut mieux se taire, me semble-t-il, plutôt que de parler pour ne rien dire. Nous sommes le 23 décembre 2025, Guimel du mois de Tevet. La paracha que nous allons lire ce Shabbat est la paracha Vaïgash. Et c'est un summum de tension entre Joseph et Yehuda. Et Yehuda va parler pendant 15 versets, ce qui est énorme pour un discours d'un individu dans la Torah. Et quand on regarde, quand on lit ce qu'il dit, on a le sentiment qu'il ne fait que répéter des choses que tout le monde sait, enfin tout au moins les participants, et par conséquent, comment se débrouille-t-il ou qu'est-ce qui fait craquer Joseph au début du chapitre 46, si je ne m'abuse, ou 45, oui. Point d'interrogation. Et c'est cette question à laquelle je veux proposer des réponses que j'ai entendues dans différents cours de la part du Rav David Foreman. Bien. Alors, je pense que euh, il faut réfléchir à la chose suivante. Nous connaissons l'histoire et depuis la vente de Joseph, n'est-ce pas, le presque meurtre de Joseph et euh, ça, ce qui s'est passé en Égypte, comment il est devenu vice-roi, etc., etc. Nous connaissons tous les éléments de l'histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes les lecteurs, n'est-ce pas? Mais en fait, si on y réfléchit, il y a chaque personnage de cette histoire ne connaît qu'une partie de l'histoire en question. Et en fait, c'est ça une des raisons qui va faire comprendre à Joseph un premier point extrêmement important. Ensuite, on passera au deuxième point. Et je vais tout de suite citer le verset qui est le verset 28 du chapitre donc 44 de la Genèse. On va le lire en français, d'abord d'après la Bible du rabbinat et ensuite en hébreu. C'est Yehuda qui parle de ce que Yaakov dit à, à ses enfants quand ils veulent ramener Binyamin à la demande de Joseph. L'un a disparu, voilà. Vous savez que ma femme m'a donné deux enfants, c'est la fin du verset 27. L'un a disparu d'auprès de moi et j'ai dit, assurément, il a été dévoré et je ne l'ai point revu jusqu'ici. En hébreu, ce verset-là, Vayetse ha'echad ve'iti va'omar ach tarof toraf velo re'iti ad hena. Ça a l'air d'être un verset innocent, mais pour Joseph, c'est une bombe atomique. Pourquoi? Parce que qui l'a envoyé chez ses frères quand ils étaient en train de s'occuper des troupeaux, si ce n'est son père. Et son père l'a envoyé. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelait Akedat Yosef, également basée sur un cours du Rav Foreman. Euh, Yaakov savait pertinemment qu'il y avait une inimitié profonde entre les frères de Joseph et Joseph, et d'une certaine manière, il devait être conscient que envoyer Joseph à la rencontre de ses frères, eh bien, il y avait un risque, n'est-ce pas? Et donc, leur réforme a dit que quelque part, chez Joseph, il y a eu un point d'interrogation par rapport à Yaakov, par rapport à son père. Est-ce qu'il n'a pas voulu, en l'envoyant voir comment allaient ses frères, est-ce qu'il n'a pas voulu
se débarrasser d'un élément perturbateur dans la famille. Dans les générations précédentes, il y a des, comment dirais-je, des aiguillages qui sont pris et des enfants qui sont acceptés comme étant la suite de l'héritage et d'autres qui sont rejetés. Et donc, dit le Rafforman, il y avait un doute. Il savait pertinemment que son père l'aimait, mais cette histoire lui a laissé un mauvais goût dans la bouche, qu'il a, peut-être de manière inconsciente, qui est resté avec lui jusqu'à ce que Yehuda lui révèle que, en fait, Yaakov pensait que il avait été dévoré par un animal. Euh, donc ça, c'est un point qui, euh, d'après le Rafforman, va influencer Joseph, va commencer à le faire, à lui faire changer d'approche dans ce suspense dans lequel nous nous trouvons. On avait analysé à l'époque comment, d'une certaine manière, Pharaon se était présenté dans la Genèse comme une sorte de père adoptif, de père putatif pour Joseph, et je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, le deuxième point, c'est un point fondamental qui a deux aspects, comme un pile et une phase. D'une part, il entend Yehuda reconnaître plus d'une fois que il sait, et lui et ses frères savent que Jacob préfère Binyamin, comme il préférait Joseph. Bon, Joseph est mort aux yeux de Jacob, et il lui reste que Binyamin. Et donc, l'amour qu'il avait pour Joseph, c'est en quelque sorte transporté sur Benjamin, qui était le fils de sa femme aimée, de Rachel. Et alors que dans Vaïechev, cette préférence a suscité de la jalousie, de la haine, etc., là, visiblement, les frères de Joseph sont, on dit, en hébreu, on dit Béchalom. Ils ont intégré, ils ont accepté, ils sont pas jaloux, ça leur pose pas de problème que Benjamin soit le préféré de Yaakov, oui. Donc, d'une certaine manière, si on regarde maintenant tout ce scénario que Joseph a construit, nos Chachamim ont divers hypothèses, et celle que je choisis, et que le Rafformin choisit ici dans cette explication, c'est pour voir dans quelle mesure les frères ont fait tchouva. En ce sens, maintenant ils ont l'opportunité de se débarrasser de Binyamin, alors pas de manière violente, puisqu'il ne restera entre guillemets qu'esclave chez Joseph, mais de se débarrasser de lui. Oui, et que les enfants de Rachel, Joseph et Binyamin soit totalement exclu de la suite de l'histoire d'Israël. Or, euh, au lieu, et en plus, la coupe, le gobelet, s'est retrouvé dans le sac de Binyamin. Les frères ne savent pas qu'il a été, comment dirais-je, piégé. Personne ne le sait. Donc, aux yeux des frères, euh, Benjamin a piqué le gobelet. Même si ça leur semble invraisemblable, apparemment il l'a fait. Donc, ils avaient un prétexte. Yehuda en particulier. Je me suis porté garant pour Benjamin, mais s'il se met à faire du vol, oui, et en plus voler le vice-roi d'Égypte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Donc, il y avait deux bons prétextes pour Yehuda de la jouer à la Ponce Pilate en se lavant les mains. Et ce n'est pas ce qu'il fait. Et on arrive au verset, comment dirais-je, c'est les versets 31. Bon, la traduction française est pas terrible, on va quand même la lire. Ça, c'est Yehuda qui parle.
car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père en disant, si je ne te la ramène pas, je serai coupable à jamais envers mon frère. En hébreu, euh, qui Avdecha Arav et anar im avi lemor, im lo avienu elecha vechatati lavi kol hayamim. Le mot-clé ici, c'est Arav, Ain, Resh, Bet, qui signifie garant. Oui, je suis garant euh, de, de Benjamin. J'ai c'est comme ça que j'ai convaincu mon père. Le verset d'avant, le d'après, Ve'ata yeshevna avdecha chatanar eved ladoni, v'ana yali mechav. Donc, et à présent, que moi je reste esclave de mon maître et que Benjamin retourne avec ses frères. Donc, la, l'action, les mots de Yehuda montrent une teshuva complète puisqu'il se retrouve dans une situation où il y a un fils de Rachel ou qui est également préféré et au lieu de s'en débarrasser, non seulement il s'en débarrasse pas, mais il fait tout pour le protéger et est prêt à prendre sa place pour que cet enfant préféré puisse revenir chez son père. Je rajoute qu'il y a vraisemblablement un troisième élément qui est l'élément sentimental, puisque Yehuda répète à plusieurs reprises que si jamais Benjamin ne revient pas, eh bien, leur père mourra, c'est quand même le père de Joseph également, et il y avait une très forte relation entre les deux. Et donc ça, c'est vraisemblablement le troisième élément qui fait que, après ce long discours de Yehuda, Joseph décide de se révéler, et là également, il y a un très très long discours qui va commencer, mais c'est pas l'objet de ce petit Dvar Torah. Je vous souhaite on est aujourd'hui un mardi, donc c'est pas encore Shabbat Shalom, une bonne fin de semaine et de bien profiter de cette Kriyat Torah qui nous attend.